Mon multivers, tome 5. Dragma. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. L'univers Epsilon. L'univers Epsilon fait partie de ces univers qui ont subi de grandes divergences très tôt dans leur existence. La grande météorite à l'origine de l'extinction des dinosaures frappa Mars au lieu de la Terre, laissant les géants terrestres en vie pendant plusieurs millions d'années. La vie animale enfla exponentiellement et domina la planète. Mais cela n'empêcha pas la naissance des humains, qui durent s'adapter plus rapidement à une faune de plus en plus puissante et imposante. Les humains de la Terre de l'univers Epsilon apprirent rapidement comment se défendre et parvinrent à sécuriser leur habitat contre les plus féroces des animaux. Le fait qu'il existait davantage d'espèces animales signifiait une plus grande diversité dans les ressources afin de construire et créer de nouvelles choses. Les dinosaures avaient progressivement muté pour devenir des animaux complètement différents de ceux qui ont pu se développer dans les autres univers. Il y avait par exemple le myrkane, un reptile géant sur 4 pattes et avec une queue de poisson, se nourrissant exclusivement d'orties. Il y avait également le Gallorox, un hybride entre un ongulé et rongeur, qui était très féroce et attaquait sans distinction tous ceux qui entraient dans son territoire. La viande de ce dernier était particulièrement tendre. Des centaines d'autres espèces plus fascinantes les unes que les autres virent le jour dans ce monde où l'animal était prédominant dans la nature. Après des siècles et des siècles d'adaptation, les humains finirent par réussir à cohabiter avec les animaux. Mais à cause d'une surabondance de toutes ces espèces, la planète allait rapidement manquer de place. Il y avait tous les animaux que vous connaissez bien, les amphibiens comme les couleuvres, les grenouilles ou les tortues, les mammifères comme les chiens, les hippopotames ou les macaques, les gastéropodes comme les escargots, les lièvres de mer ou les paludines, les arthropodes comme les araignées, les crabes ou les mille-pattes. Mais il existait également d'autres types d'animaux complètement nouveaux dans la faune suite à la mutation des dinosaures. Ces espèces mutèrent et s'adaptèrent à l'adaptation de nouveaux types d'animaux sur Terre. Des associations normalement impossibles eurent lieu, donnant naissance aux géminopodes. Ces animaux représentaient de manière générale les caractéristiques de 2 familles d'animaux complètement opposées. Mais la mutation permit un développement harmonieux. On pouvait trouver pêle-mêle dans la nature des tralitosaures, un mélange entre un orang-outan et un brachiosaure, et des varoliens, un mélange entre un juravenator et un lynx, dans cette faune mutante et imprévisible. Dans l'univers Epsilon, le mélange incroyable entre serpents et ptéranodons donna naissance aux dragons, mais ces derniers étaient rares et vivaient dans des endroits reculés de la planète, à l'abri des regards humains. Comme dans tout univers qui se respecte, les humains furent naturellement amenés au troc. Ils n'avaient pas encore inventé le papier qui mènerait automatiquement à l'argent. Alors ils avaient recours au troc le plus basique, les biens physiques. Le plus gros de ces biens comprenait les peaux animales, les viandes, les récoltes et autres objets de valeur pouvant se marchander. Mais cette pratique en amena une autre, la chasse. La chasse qui allait permettre au troc de perdurer, mais également de réduire la population animale afin d'éviter une saturation d'êtres vivants sur la planète. La chasse devint une pratique commune dans toutes les régions du monde, une pratique encouragée et vivifiée par les gouvernements. Mais qui dit gouvernement dit recherche de pouvoir, et quiconque cherche à accroître son pouvoir finit inexorablement par trouver du conflit. Telle est la nature des êtres humains, qui se dirigent naturellement vers la guerre. Une guerre de peau qui déchira la planète pendant des centaines d'années. Les différents pays du monde voulaient à tout prix être en possession du plus de ressources animales possible afin de contrôler l'écosystème et le marché du troc. Le plus barbare dans cette histoire de guerre, c'est que les humains utilisaient à leur avantage les animaux domestiqués au fur et à mesure de l'évolution de la société. La première guerre de peau fut le théâtre du premier combat entre un lion et un tyrannosaure. Ces derniers étaient devenus très rares car les humains avaient préféré les exterminer à cause de leur taille imposante et de leur résistance accrue. Après des milliers d'années, cette bête était restée bien haut dans la chaîne alimentaire. Plusieurs armées avaient vu le jour. L'armée des hippolus, constituée de soldats chevauchant des hippopotames, l'armée des théropodes, constituée de soldats attaquant avec des gastéropodes géants, ou encore l'armée des aérovax,
avec ses monstres hybrides volants géants, détruisant tout depuis les cieux. Cette guerre se termina par un traité de paix entre les différents gouvernements, voulant éviter de définitivement détruire la nature et d'empêcher l'évolution globale de la planète et de ses habitants. Plusieurs siècles de paix suivirent ce traité, mais quelque chose avait changé la faune. L'ensemble des races animales était devenu beaucoup plus méfiantes envers les humains, et ces derniers furent forcés de se séparer de la plupart de leurs camarades de guerre. Les animaux, à force de côtoyer les êtres humains, avaient développé un certain ressentiment envers ces derniers. Un ressentiment qui allait engendrer de dures répercussions dans un futur proche. Chapitre 2. Jansen Crando. L'an 435 vit la naissance de Jansen Crando, un petit être tout chétif mais au potentiel infini. Ses parents étaient producteurs de liqueur de Garlaman, un animal hybride dont la salive permettait de fabriquer un alcool doux et tendre, parfait pour les longues soirées festives. Mais malheureusement, au fil des années, ce vin devint de moins en moins prisé, car les Garlaman étaient atteints d'une maladie incurable qui rendait le produit infect et imbuvable. Plusieurs remèdes furent testés pour sauver leur élevage et donc leur boisson, mais au final, une loi fut adoptée pour interdire la production de liqueur de Garlaman. Avoir une bouche supplémentaire à nourrir était le clou final sur le cercueil de la famille Crando. Alors que leur entreprise mettait la clé sous la porte, ils se voyaient également obligés de vendre l'ensemble de leurs biens contre des ressources primaires pour survivre. Après quelques années, ils furent forcés de vivre dans un refuge pour pauvres, devant se battre jour et nuit pour se nourrir. Mais Jansen était heureux d'être avec ses parents, malgré les difficultés quotidiennes. Sa mère, Ironia, se suicida par pendaison après 2 ans de pauvreté, ne supportant pas de subir une vie aussi humiliante. Ce fut un coup dur pour Jansen et son père, Marvalo. Les 2 hommes devaient donc redoubler d'efforts pour ne pas succomber à la tristesse et à la famine. Alors que Jansen fêtait ses 11 ans, son père venait de décrocher un contrat de récupération de ressources dans une contrée voisine. Marvalo était content de pouvoir retravailler à nouveau et nourrir son fils. Il décida d'emmener ce dernier avec lui sur cette quête afin de le préparer au travail qu'il devrait faire plus tard. Jansen était très intelligent pour son jeune âge et avait compris que cette entreprise était très importante pour son père et qu'il se devait de réussir ce contrat. Père et fils partirent en calèche avec quelques provisions et traversèrent la contrée entière en quelques jours jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. La signature du contrat se fit dans le respect le plus total, et Marvolo avait confiance en la réussite de cette mission, qui lui garantirait un emploi à temps plein. Alors qu'il chargeait les dernières provisions sur la charrette, Marvolo leva la tête et remarqua que le temps s'était dégradé. Le ciel était obscurci par des nuages lourds et noirs. Un vent froid s'était levé, et une brume épaisse se dessinait sur l'horizon, obstruant le chemin qu'il devait prendre. Un mauvais pressentiment traversa la peau de Marvolo, et Jansen le ressentit également. « Ne t'inquiète pas, fils, ce n'est certainement qu'une petite tempête de rien du tout. Mais nous ne devons pas traîner. Une longue route nous attend, et nous allons devoir redoubler de vigilance. » Les mots de Marvolo avaient toujours réussi à rassurer Jansen. Ce dernier avait confiance en son père. Il savait que tout allait bien se passer. Marvolo et Jansen traversèrent la forêt des brumes, qui, ironiquement, était très embrumée. Ce qui semblait étrange, c'était le manque de voyageurs. D'habitude, les chemins de la forêt étaient parcourus par de nombreux marchands et autres passagers. Mais en ce début de soirée, il n'y avait personne. Marvolo était inquiet, mais resta concentré sur le chemin. Après quelques heures de voyage, les chevaux commencèrent à s'agiter. Marvolo fut forcé de descendre de la charrette pour les calmer. Il s'arrêta pour regarder autour de lui et sentit une menace approcher. Jansen, qui était resté sur la charrette, ressentit une soif de sang intense s'approcher. Il ne savait pas s'il devait tenter de s'enfuir ou de rejoindre son père. Ils étaient proches d'une falaise, et le lac en contrebas était très loin. Sauter n'était pas une option. « Reste dans le carrosse, Jansen. »« Père, j'ai peur. » Alors que Jansen prononçait ces mots, un cri de guerre retentit dans la forêt, suivi par des hurlements d'animaux. Les chevaux paniquèrent et firent tomber Marvolo au sol. La charrette était secouée dans tous les sens,
et Janssen peinait à s'y tenir. Soudainement, un cri de dragon lui perça les oreilles. À peine eut-il le temps de lever les yeux pour voir le monstre gigantesque qu'il entendit son père hurler de douleur. Il baissa les yeux, et malgré les vibrations qui l'empêchaient de se concentrer, il vit son père avec une épée lui traversant le torse. L'épée était tenue par un pilleur, et à travers la brume, d'autres vagabonds étaient visibles avec quelques animaux de guerre. « Père! Non !» Alors qu'il venait tout juste de crier, une lumière rouge et vive l'aveugla. Le dragon qui survolait la scène avait tiré une énorme boule de feu, et cette dernière s'écrasa près du carrosse, faisant exploser une bonne partie de la zone. Le carrosse fut renversé, éjectant Janssen et les chevaux dans le vide. Alors qu'il hurlait pendant sa chute, Janssen tomba dans l'inconscience avant de frapper durement l'eau du lac. Les pilleurs ricanèrent avant de jeter également le corps sans vie de Marvolo dans le vide, puis s'empressèrent de récupérer la cargaison du carrosse avant de repartir piller d'autres voyageurs. Quand Janssen rouvrit les yeux, sa vue était brouillée. Il voyait mal, ses oreilles bourdonnaient, et il était trempé. Il sentait que quelque chose le tirait sur la berge de la rivière dans laquelle il était tombé. Des à-coups vifs et répétés. Après avoir été traîné sur plusieurs mètres, il se sentit tomber raide sur le sol. Sa tête tournait encore, et sa vue ne s'améliorait pas. Mais il aperçut quelques silhouettes tourner autour de lui. Il distinguait des formes qui n'étaient pas humaines, mais plutôt animales. Alors qu'il se demandait qui allait le manger, il sombra à nouveau dans l'inconscience. Janssen rouvrit les yeux, mais cette fois, sa vue était plus claire. Il faisait nuit et le ciel était dégagé. Les étoiles et la lune donnaient assez de lumière pour que tout soit bien visible. Il était adossé contre un arbre, non loin d'une grande caverne. Plusieurs buissons s'agitaient tout autour et des pas d'animaux excités résonnaient dans les oreilles de Janssen. Il tourna un peu la tête et vit un énorme lynx, aux yeux verts perçants, qui avançait lentement sur le côté, tournant autour de sa potentielle cible. Mais Janssen ne sentait pas de soif de sang. Il ne sentait rien. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Les buissons continuaient de s'agiter, et quelques têtes de petits lynx et autres animaux carnivores se dessinaient à travers les feuilles. Le lynx poussa un cri perçant qui paralysa Janssen. Mais en même temps, tous les autres animaux s'arrêtèrent. Il était clairement le chef de toute la faune locale. Janssen regarda le lynx droit dans les yeux, et en cet instant, il ne ressentit pas de peur. Il revit la scène du carrosse dans son intégralité. Il revit son père, traversé par une épée. Il revit la chute suite à l'explosion causée par le dragon. Et c'est à ce moment-là que la peur s'installa. La peur d'avoir tout perdu, la peur d'être seul, la peur de mourir dans la nature. Janssen fondit en larmes. Alors qu'il pleurait de toute son âme, le lynx fut déconcerté. Il se relaxa et avança doucement vers Janssen. Ce dernier ne remarqua même pas que la bête s'était avancée jusqu'à ce que cette dernière lui cogne doucement le visage avec son museau, se frottant affectueusement au petit garçon. Janssen était perturbé par cet élan d'affection, mais se souvint que son père lui avait appris que beaucoup d'animaux étaient capables de ressentir les émotions humaines et de s'y adapter. Le lynx avait certainement ressenti la peine de ce dernier et voulait le réconforter. La bête avait certainement senti que Janssen aimait les animaux et qu'il n'était pas une menace pour elle. Janssen serra le lynx contre lui, et alors que les autres animaux s'approchaient doucement, il se laissa aller. Il était en sécurité avec les animaux. Janssen passa toute son adolescence dans la nature. Il était beaucoup plus intelligent que l'ensemble des autres humains, et de ce fait, ce n'était qu'une formalité pour lui de communiquer avec ceux qui l'avaient recueilli. Bien qu'il fût un être humain, Janssen sut rapidement s'adapter au mode de vie des animaux, sans perdre pour autant ce qui faisait de lui un homme. Son intellect supérieur lui permit de construire toutes sortes d'objets, d'armes et de structures facilitant sa vie et celle des animaux. Ses arcs et longs pieux lui permettaient de se défendre face à certains animaux prédateurs et aider la meute à chasser pour se nourrir.
Il était parvenu à préparer plusieurs pièges innovants et mortels pour tenir les attaquants à l'écart pendant les nuits ou les tempêtes, et utiliser le feu pour cuire les viandes lui permettait d'éviter d'attraper des maladies contenues dans les bactéries présentes. Après tant d'années dans la nature auprès des animaux, Janssen se sentait plus en phase avec eux que jamais. Il parlait tout le temps avec eux, d'une part pour amplifier leur connexion, et d'autre part pour ne pas perdre le langage humain. Car Janssen savait que sur le long terme, il allait devoir se tourner à nouveau vers la civilisation. Grandir dans la nature lui avait permis de découvrir plein de nouvelles choses, mais son naturel humain le poussait à vouloir en découvrir plus sur le monde dont il était originaire. Alors qu'il fêtait ses 19 ans, le lynx qu'il avait sauvé il y a tant d'années, lui, arrivait au terme de son espérance de vie. C'était une période très difficile pour Janssen, car il était forcé de dire à nouveau au revoir à un être cher. Mais il était content de se dire que c'était un au revoir dû à des causes naturelles plutôt qu'autre chose. « Je resterai de toi jusqu'au bout, Max. Je te tiendrai contre moi quand tu rejoindras tes semblables. Je veux que tu saches à quel point tu es important à mes yeux, et je te remercie de m'avoir sauvé et de m'avoir élevé. Tu es un être exceptionnel, et je ne t'oublierai jamais. » Il avait nommé le lynx Max, car c'était plus simple pour lui de l'appeler quand c'était nécessaire. Il avait trouvé un nom pour chacun des animaux qui étaient dans la meute. C'était une meute éclectique. Il y avait Max, plusieurs chiens, quelques loups, une poignée de rongeurs divers, un hippopotame, un jeune dragon et quelques galorox que Janssen avait réussi à apprivoiser malgré leur nature féroce. Ils s'étaient tous rassemblés pour voir leur leader retourner à la nature. Max ne souffrait pas d'une maladie ou d'une blessure. Il était simplement arrivé au terme de sa vie naturelle. Il était trop vieux pour continuer, mais malgré ça, il fut une véritable force de la nature pendant très longtemps. Janssen le serra contre lui, et Max lui lécha la joue et le cogna affectueusement pour lui dire qu'il l'aimait aussi. Janssen fondit à nouveau en larmes, et laissa son meilleur ami partir vers un autre plan d'existence. Quelques jours après le départ de Max, Janssen dut amener le reste de la meute dans un nouvel endroit sûr, car les animaux rivaux avaient senti que l'alpha n'était plus, et qu'ils allaient pouvoir attaquer avec moins de crainte. Ils se relocalisèrent dans une vallée à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où Max fut enterré. Une fois installé, Janssen commença à réfléchir et remettre en question son futur. Sans Max, il ne se sentait pas capable de rester auprès des animaux. Il était désormais persuadé qu'il était temps pour lui de retrouver ses semblables, de retourner dans la civilisation humaine. Mais il savait que cela ne serait pas une tâche facile. « Je vais devoir vous laisser, mes amis. Je ne peux plus rester avec vous. Je suis sûr que vous allez réussir à vous débrouiller sans moi, mais je dois retourner dans ma civilisation. Je me dois d'exploiter mon potentiel humain au maximum. Je suis sûr que je vais réussir à faire quelque chose. Mais vous allez me manquer. Tous. » Janssen se mit à genoux, et l'ensemble des animaux de la meute se collèrent à lui pour lui dire au revoir. C'est avec le cœur serré que Janssen se dirigea vers le village le plus proche. Il redoutait ses semblables, mais il n'avait pas le choix. Il devait avancer. Chapitre 3. Les frères Zabdoff. Janssen arriva dans le village Minaro, un village avancé avec beaucoup d'habitants. Il y avait plusieurs quartiers séparés par de grands murs, mettant en avant une séparation sociale de manière très évidente. Janssen avait réussi à se faufiler dans l'entrée en se cachant entre plusieurs personnes qui marchaient ensemble. Il avait très peur des gardes qui étaient nombreux et scrutaient le moindre mouvement de travers. La zone était connue pour être fréquemment attaquée par des bandits, mais les gardes étaient forts, nombreux, et parvenaient à défendre efficacement le village. Une fois à l'intérieur du village, Janssen se faufila dans les ruelles étroites afin de rester caché pendant quelque temps. Il se devait de trouver une solution rapidement pour survivre, sans se mettre en danger. Le village dans lequel il avait grandi avec ses parents était bien différent de celui-ci, et il ne savait pas à quoi s'attendre. Il continuait à travers les petites ruelles jusqu'à arriver devant le mur séparant la zone de l'entrée du village de la zone marchande. Il scruta les environs pour voir un passage, mais il n'y en avait pas. Alors qu'il tentait de se faufiler par la porte principale, un garde l'attrapa par l'épaule. « Et toi là,
Qu'est-ce que tu fais ici ? Ah, lâche-moi ! Ne te débats pas, petit insolent. C'est la première fois que je te vois dans le coin. D'où viens-tu ? Je suis un villageois de ce village. Je retournais juste chez mes parents. Tes parents ? Où habitent-ils ? Derrière ce mur. Derrière ce mur, c'est la zone marchande. Il n'y a pas d'habitation. Alors au lieu de me mentir, tu vas me dire d'où tu viens si tu veux pas finir au cachot. Mais lâchez-moi ! Johnson faisait de son mieux pour se débattre. Malgré son temps passé dans la nature, son corps n'était pas assez développé pour résister à la force d'un homme qui le dépassait de loin en taille et en masse. À 19 ans, Johnson était plus petit que la moyenne et passait facilement pour un enfant. « Tu vas venir avec moi, petit vaurien. »« Théobald, lâche cet enfant. » Le garde se retourna avec surprise, lâchant par réflexe Johnson, qui s'écarta un peu. Deux hommes s'approchèrent. Ils étaient très bien vêtus par rapport à l'ensemble des habitants du village, et leur coiffure était particulièrement différente de ce que l'on pouvait trouver dans cette période. Ils tenaient des espèces de sacoches en peau de lion et quelques fioles remplies de substances inconnues. Leurs longues vestes dissimulaient de petites machines diverses interconnectées par des rouages complexes qui étaient attachés à leurs bras. « Théobald, t'en as pas marre d'importuner les paysans ? On ne te paye pas assez pour garder la ville en paix ? Glenn, laisse-le. Son petit cerveau ne peut pas comprendre qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. Alaric, arrête de prendre systématiquement la défense des imbéciles. Nous ne sommes pas responsables de leur faible intellect. Peu importe, soigne quand même ton langage. » Johnson était intrigué par ces deux personnages, mais sa vue fut rapidement amenée vers le contenu des fioles. Il avait déjà vu ces couleurs auparavant, dans la nature. « Oh, mais vous avez de la salive de Gallorox, et là c'est de l'urine de dragon ? Comment vous avez fait pour en récupérer ?» Les deux hommes regardèrent Johnson avec insistance. C'était la première fois que quelqu'un d'autre reconnaissait les éléments qu'ils étudiaient. Qui plus est, cette personne était un paysan, un enfant. « Dis donc, mon grand, comment sais-tu cela ? » Alaric, nous avons affaire à quelqu'un de bien intelligent. Présentons-nous. »« Certes, je m'appelle Alaric Zabdoff, et voici mon frère, Glenn. Nous sommes des scientifiques de haute volée de la région de Nordamont, et nous travaillons principalement ici dans le village de Minaro. Comment t'appelles-tu ? » questionna Alaric. « Je m'appelle Johnson Crando. »« Et quel âge as-tu, Johnson ? » demanda Glenn. « J'ai 19 ans. »« Tu es bien petit pour ton âge. »« Mais, messieurs, comment vous avez fait pour récupérer de l'urine de dragon ? Ils ne sont pas dans cette région. Et quelle sera l'utilité de cette substance ? Vous savez peut-être qu'il faut la chauffer à une certaine température pour qu'elle se change en solide aux propriétés curatives ? Et la salive de Gallorox est extrêmement nocive pour la consommation humaine. Il faut la mélanger à de la sève de saule pour la rendre buvable. » Les frères Zabdoff étaient subjugués par l'intelligence de Johnson. « Théobald, nous allons nous occuper de ce jeune garçon. Je suis Alaric Zabdoff, et je jure solennellement d'assumer la responsabilité des actes de Johnson Crando. Mon frère, tu veux devenir son tuteur ? C'est un des objectifs que nous nous devons de remplir, Glenn. Nous ne pouvons pas perdre notre temps à trouver une femme, la courtiser et lui faire un enfant. Nous sommes déjà bien âgés. Nous avons ici un jeune garçon très intelligent à qui nous pouvons passer tout notre savoir. Nous nous devons de faire perdurer notre héritage. » « Je comprends, j'accepte ta décision. Johnson, acceptes-tu cette offre ? » Johnson était confus. Ces hommes proposaient de s'occuper de lui et de lui apprendre tous leurs secrets. Il ne les connaissait pas et ne savait pas s'il pouvait leur faire confiance. Et l'inverse devait être vrai, car ces hommes avaient clairement une intelligence supérieure. Laisser entrer chez eux un inconnu était dangereux, mais Johnson avait faim et il voulait se sentir en sécurité sous un toit. « D'accord, j'accepte de venir avec vous. »« Excellent ! Une fabuleuse nouvelle. Notre petite excursion en ville a été fructueuse, Glenn. »« Tu as bien raison, mon frère. Laisse donc un pourboire à Théobald, sans qui nous n'aurions pas pu trouver Johnson. »« Une très bonne idée. Tiens, Théobald, voici une pièce pour te remercier. » Alaric jeta une pièce que Théobald attrapa passivement. Il était déjà bien agacé de ne pas pouvoir emmener un paysan au cachot. Mais les frères Zabdoff l'avaient humilié en public, et leur condescendance l'avait véritablement blessé. Mais ils ne pouvaient rien faire, car les frères Zabdoff avaient beaucoup contribué au bien-être du village et de ses habitants.
Il grogna et retourna à son poste. Glenn, Alaric et Jansen traversèrent la grande porte pour entrer dans la zone marchande. « Mon petit Jansen, tu as de la chance d'être tombé sur nous. Nous allons nous occuper de toi. Nous allons tout d'abord t'acheter des vêtements, à manger, puis une fois chez nous, tu pourras te laver dans le lavoir à l'arrière du labo. Nous avons évité de ramener une véritable douche pour ne pas faire peur aux locaux. » « Une douche ? Un labo ? » ?»« Glenn, tu lui fais déjà peur, on parlera de tout ça à la maison. » »« C'est vrai, ne t'inquiète pas, tu comprendras tout très bientôt. » Les trois traversèrent rapidement la zone marchande pour récupérer les vêtements à la taille de Jansen. Les marchands étaient intrigués par le petit bonhomme, mais les frères Zabdov parvenaient à dissiper avec une facilité déconcertante la curiosité des passants. Ils étaient très respectés, et généralement personne ne leur posait de questions déplacées. Une fois les emplettes terminées, les trois traversèrent la dernière zone du village, les baraquements. C'était une zone en désolation, avec des familles vivant dans les rues, pauvres, affamées et sans protection. Jansen ressentit un peu de pitié pour ces personnes, mais il les comprenait également, car c'était quelque chose qu'il avait connu plus jeune. Il remarqua que les frères Zabdov ne prêtaient aucune attention aux gens qui les entouraient, qui, eux, les regardaient avec dédain et jalousie. « Regarde bien, Jansen, si nous n'étions pas là, tu aurais fini comme eux. Mais grâce à nous, tu connaîtras une vie remplie de bonheur, d'argent, de nourriture et de sécurité. Profites-en bien et n'oublie jamais la chance que tu as eue. » « Glenn, ne dis pas ce genre de choses, tu sais très bien que la chance n'est qu'un concept abstrait. » « Alaric, ne commence pas, tu sais très bien que je ne suis pas un fan de ta théorie du destin et du fil rouge. » « Ce n'est qu'une question de point de vue, mon frère, nous aurons encore l'occasion d'en discuter, et Jansen, ici, pourra nous donner son avis une fois qu'il aura toutes les variables en tête. »« Certes, bien, passe par cette porte, mon grand. » Jansen et les frères Zabdov passèrent par une porte en bois délabrée, située au fond d'une ruelle sale et sombre. Cette porte menait à un couloir qui descendait vers un tunnel souterrain très long. De petites lampes pendaient depuis le plafond, éclairant sensiblement le chemin. Les trois marchèrent pendant quelques minutes, passant d'autres portes cassées, jusqu'à arriver à une barrière métallique qui cachait un portail en acier massif. Jansen était perplexe, car il voyait des matériaux qu'il ne connaissait pas. Alaric poussa une dalle sur le mur à côté du portail, ce qui eut pour effet d'activer un mécanisme qui dégagea la barrière du chemin et ouvrit le portail, donnant accès à une très grande salle. Jansen passa le premier et fut émerveillé devant les merveilles que contenait cette pièce. Des machines à vapeur, des containers de tailles diverses, des fioles, des tubes, des bocaux à spécimens. Jansen ne reconnaissait pas les instruments, mais devinait leur contenu. C'était pour la plupart des éléments d'animaux. Alors qu'ils continuaient à scruter tous les objets de la salle, les frères Zabdov posèrent leurs affaires et se préparèrent du thé. « Tu te poses certainement beaucoup de questions, Jansen, et cela est tout à fait naturel, mais je sens que ton intelligence supérieure te permettra de tout comprendre rapidement. Alaric, vu que tu veux être son tuteur, je te laisse commencer. »« Oui, très bien, mon frère. Jansen, prends place sur la chaise derrière toi. »« La chaise ? L'élément en bois avec 4 pieds. »« Ah !» Jansen se mit assis, et Alaric fit de même, tandis que Glenn continuait de ranger leurs affaires. « Je vais te raconter une partie de notre histoire, Jansen, pour que tu puisses comprendre pourquoi nous sommes là, pourquoi ce qui nous entoure est si différent de ce que tu connais, et surtout, où sera ta place dans ce conte. Mon frère et moi ne sommes pas de ce monde. Nous existons dans ce que nous appelons un multivers. Un multivers est un ensemble de mondes parallèles liés entre eux par un lien quantique que l'on nomme lien spatio-temporel. Tous ces mondes se ressemblent, mais sont tous autant différents de par ceux qui les composent. Par exemple, le monde d'où nous venons est un monde dit steampunk, c'est-à-dire que c'est un monde régi par la machinerie à vapeur suite à une révolution industrielle. Bon, c'est plus complexe que ça, mais je vais t'épargner les détails. C'est un monde rare qui n'existe qu'en très peu d'exemplaires. Autre chose à noter, il existe aussi plusieurs temporalités. Par exemple, nous sommes en l'an 454, mais nous sommes originaires de l'an 1873. Comme tu viens de le comprendre, nous avons traversé le temps et l'espace pour venir dans ton monde. C'est un processus complexe
qui nous permet tout du moins de voyager à différentes époques afin de découvrir de nouvelles choses. Mais de manière plus importante, c'est aussi une violation des règles quantiques de l'espace-temps. Ce n'est ni l'endroit ni le moment de discuter de ça, Glenn. Nous sommes toujours en... Ça suffit! La colère soudaine d'Alaric inquiéta quelque peu Janssen, mais il était trop préoccupé par l'amalgame d'informations qu'il venait de recevoir. Voyage dans le temps? Monde parallèle? Il voulait en savoir plus. « Votre histoire est fascinante, monsieur Zabdoff. Puis-je en savoir plus ?»« Bien sûr. Nous avons tout le temps d'en discuter davantage, mais laisse-moi simplement te donner la raison de notre présence dans ton monde, et en quoi tu pourras nous aider. » Alaric. « Glenn, je sais ce que je fais. »« Et pourquoi êtes-vous ici, monsieur Alaric ?»« Nous sommes ici pour découvrir le secret du gène uchronique. » Le gène uchronique? En tant qu'être vivant, nous sommes composés de ce qu'on appelle des gènes. Ce sont des fragments de ce qu'on nomme l'ADN, c'est-à-dire notre information génétique. Ces gènes définissent ce que nous sommes en tant qu'être vivant, et il y a un fil conducteur qui définit quels gènes composeront tel ou tel être. Mais vois-tu, Janssen, ce que mon frère Alaric essaye de t'expliquer, c'est qu'il existe un nombre incalculable de gènes différents, de manière exponentielle aux différents êtres vivants existants dans le multivers. Et à travers l'ensemble de nos voyages, nous avons cherché à comprendre pourquoi il y a tant de différences dans ces mondes. Ici, par exemple, il y a des dragons, des mélanges entre animaux improbables et bien d'autres créatures que nous n'avons jamais vues ailleurs. Bien expliqué, Glenn. Et vois-tu, à travers nos recherches, nous avons découvert qu'il y a une raison derrière tout cela. Certaines personnes appellent ça des divergences, mais nous pensons que le problème va plus loin que ça. Nous pensons qu'il existe un gène qui influe sur le cours de l'espace-temps, le gène uchronique. Ce gène définit quel type de créature va exister dans tel ou tel monde. Il définit quel événement va avoir lieu et quelles en seront les conséquences. Et nous voulons en découvrir le secret, car nous sommes persuadés que ce gène renferme un pouvoir immense. Janssen était abasourdi par tout ce qu'il venait d'entendre. Il ne comprenait pratiquement rien, mais était de plus en plus passionné. Il tremblait d'excitation. « Je vois la passion dans tes yeux, mon grand, et c'est une bonne chose, car malgré nos capacités intellectuelles combinées, Glenn et moi-même sommes bloqués. Nous faisons constamment des expériences, et ce monde nous offre beaucoup de challenges. Mais un cerveau supplémentaire nous aiderait beaucoup. Et c'est pour cela que nous avons décidé de t'éduquer sur les sciences quantiques. Je suis sûr que tu réussiras à débloquer le chemin qui nous empêche d'accéder à la vérité sur cet univers. N'est-ce pas, Alaric ? » ?»« Exactement, mon frère. Nous allons t'apprendre tout ce que nous savons, et tu deviendras un véritable scientifique. Et tu parviendras à découvrir le secret du gène uchronique avec nous. Qu'en dis-tu » Janssen prit un instant pour y réfléchir. Sa vie venait de prendre une tournure très inattendue, mais il avait compris qu'un long chemin passionnant et rempli d'aventures l'attendait. « D'accord, je vais rester avec vous et devenir un scientifique hors pair, meilleur que vous et tous ceux que vous connaissez. » « Tu ne manques pas de cran, c'est bien. Par contre, monsieur Alaric, c'est quoi un scientifique ? Oh, bon sang. » Chapitre 4 Trahison. Janssen passa la décennie suivante dans le laboratoire des Zabdoff, noyé dans les livres, les parchemins et les grimoires, absorbant toutes les informations qui lui étaient accessibles. Les frères lui enseignèrent également une façon correcte de se comporter en société, car Janssen devait régulièrement sortir pour faire des emplettes et récupérer du matériel auprès des coursiers. Il n'avait pas le droit d'accompagner les frères dans leurs excursions à l'extérieur du village, car d'après eux, c'était encore trop dangereux pour lui. Malgré son entraînement intensif en arts martiaux, le corps de Janssen restait faible et chétif. Il n'avait pas beaucoup grandi depuis qu'il avait été récupéré par les frères, et sa constitution physique laissait à désirer. Janssen se sentait quelque peu frustré de ne pas pouvoir participer aux recherches sur le terrain, mais les connaissances acquises durant toutes ces années étaient inestimables. Après 10 années, il était désormais plus intelligent que les deux frères combinés. Il était très performant pendant les expériences,
et faisait gagner beaucoup de temps aux frères. Malgré cela, les recherches sur le gène uchronique n'avançaient pas au rythme espéré. Ils avaient récolté des centaines de spécimens génétiques, tous stockés dans des fioles spéciales. Janssen n'était pas heureux de savoir que tant d'animaux se voyaient utilisés comme sujet d'expérience. Mais les frères lui avaient promis de ne pas leur faire de mal, et il lui assurait qu'il s'arrangeait toujours pour que les animaux en question soient traités avec soin. En 465, alors que Janssen approchait de ses 30 ans, il reçut une nouvelle déconcertante. Il venait de terminer une nouvelle expérience lorsque les frères entrèrent dans la pièce. À ce moment-là de la semaine, ils étaient censés être en expédition dans une région très lointaine et n'auraient pas dû être déjà revenus. « Alaric, Glenn, pourquoi êtes-vous revenus aussitôt ?»« Nous avons eu quelques complications pendant l'expédition. » Le ton de Glenn était très inquiet. Les deux frères s'agitèrent brutalement dans la pièce, jetant leurs affaires au sol, cherchant frénétiquement quelque chose. Plusieurs tiroirs volèrent à travers la pièce et beaucoup de matériel fut cassé. « Mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe ?»« Nous sommes en danger et nous devons quitter temporairement ce monde. » Alaric oublie encore une fois de préciser un détail important. Quand il dit « nous », il parle de lui et moi. Tu n'es pas concerné par ce qui se passe. « Vous allez m'abandonner ici ?» Non, nous devons simplement nous éclipser quelque temps afin de trouver une solution pour régler notre problème. Une fois que ce sera fait, nous reviendrons vers toi. Alaric, où est le transposeur ? Il est certainement dans le sous-sol, Glenn. Je l'avais entreposé là. Mais je vais faire quoi ? Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui se passe ? Car je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Écoute, Janssen, tu as presque 30 ans. Pour les humains de ton époque, c'est déjà beaucoup. L'espérance de vie de cette période est très basse, mais je pense que si tu tiens encore, c'est uniquement dû à ta volonté de vivre. Tu es passionné, et tu veux toujours pousser ta soif de connaissance plus loin, et c'est pour cela que tu tiens. Mais ne te leurre pas, tu ne vivras pas éternellement, et je ne voudrais pas être la cause de ta mort prématurée. Alors nous allons nous absenter et revenir quand il n'y aura plus de danger, d'accord ? Tu es un homme maintenant, un homme accompli. Tu n'as pas besoin de nous. Mais je ne connais presque plus le monde extérieur. Je suis resté enfermé pendant si longtemps ici à tout apprendre, et il faudra que tu continues encore quelque temps. Le monde extérieur est bien trop dangereux, mais ta formation est presque terminée. Une fois que tout ceci sera réglé, nous pourrons aller dans un autre monde moins dangereux. Glenn venait de revenir du sous-sol. Il tenait une espèce de gros anneau en métal, avec plusieurs gravures, qui étaient complètement incompréhensibles pour Janssen. « Alaric, tu as l'anneau temporel ?»« Oui, dans ma poche, tiens. » Alaric sortit un petit anneau de sa poche et le donna à Glenn, qui s'empressa de l'insérer dans une fente spéciale du gros anneau. Lorsque les deux s'imbriquèrent, il s'activa avec un léger vrombissement et s'illumina d'une vive lueur verte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ça, Janssen, c'est une combinaison d'artefacts légendaires, un anneau temporel et un transposeur. Avec ces deux objets, nous pouvons nous déplacer instantanément dans un autre univers à une époque choisie. C'est très efficace pour disparaître du radar de nos ennemis. » « Assez discuté, Alaric, nous devons partir. »« Je sais, Glenn. Écoute, Janssen, avec la relativité temporelle, nous ne serons pas partis bien longtemps. Nous serons de retour avant que tu t'en aperçoives. En attendant, nous te confions le labo et nos recherches, mais les règles habituelles s'appliquent toujours. Ne laisse personne venir ici, ne divulgue pas nos secrets à qui que ce soit. Garde la tête basse. »« D'accord, je ferai attention. » Glenn et Alaric se placèrent au centre de la pièce après avoir déplacé la table d'opération centrale. Ils se mirent côte à côte, et Glenn appuya sur un bouton du transposeur. Ce dernier lévita dans les airs, se plaçant au-dessus de leur tête, et s'agrandit pour les entourer tous les deux. L'anneau tourna de plus en plus vite, générant de petits éclairs, et un souffle de vent fit virevolter l'ensemble des papiers dispersés dans la pièce. Le vrombissement gagna en intensité, et soudain, le transposeur descendit rapidement pour faire disparaître les frères Zabdoff, puis s'évanouit à son tour dans un flash de lumière, aveuglant Janssen. Lorsque tout se calma, il ne restait plus que Janssen dans la pièce. Il venait d'assister à un événement particulièrement perturbant. Alors qu'il réfléchissait à ce qui venait de se passer, il réalisa qu'il était véritablement seul dans le labo des frères Zabdoff. Mais il comptait vraiment suivre leurs instructions. Alors il se remit immédiatement au travail,
après avoir rangé la pièce. Quelques jours plus tard, Johnson sortit du labo pour aller faire quelques courses. Il fallait bien qu'il se nourrisse. Alors qu'il traversait la zone marchande, il remarqua que les villageois étaient quelque peu agités. Il y avait beaucoup de brouhaha. Il remarqua près de la place centrale un rassemblement autour d'une grande estrade en bois. Sur cette estrade se trouvaient 3 personnes, visiblement des hommes haut placés, venus délivrer un message important. « Habitants de Minaro, je suis le grand inquisiteur de Nordamont. Je suis venu ici pour trouver 2 terribles criminels qui sévissent dans la zone. Ces infâmes monstres ont usurpé l'identité de 2 de nos plus hauts gradés et sont parvenus à récupérer du matériel de haute volée. Nous savons qu'ils voyagent régulièrement dans cette zone et passent du temps dans ce village. Le carnage qu'ils ont répandu est sans description. Dans l'ensemble des forêts, lacs et plaines de Nordamont, nous avons retrouvé des cadavres d'animaux empilés. La plupart se font dévorer par les corbeaux et autres rongeurs carnivores, mais beaucoup sont coincés dans des mottes de terre à pourrir au soleil. L'odeur est infâme. Ces pauvres animaux ont été découpés, éventrés et vidés de leur suc, car ces 2 hommes sont des scientifiques en quête de pouvoir. Ils torturent et tuent ces animaux pour prélever leur information génétique et autres éléments importants pour leurs expériences. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne s'en prennent aux humains. » Johnson était choqué par ce qu'il venait d'entendre. Les animaux avec qui il avait grandi se faisaient tuer pour des expériences. Et ces expériences, il y participait. Car il comprit immédiatement que le grand inquisiteur parlait des frères Zabdoff. Johnson avait le cœur pincé, brûlant, qui battait à 100 à l'heure. Les frères lui avaient promis de ne pas blesser les animaux, et ils lui avaient menti. « Et alors, c'est pas notre problème. Tant mieux s'ils nous ont débarrassés de tous ces monstres. La plupart d'entre eux n'attendaient que de nous dévorer. »« Ouais, nous ne sommes pas en sécurité dans un petit village comme celui-ci. Il y a des tas de pilleurs dans le monde entier qui attaquent des petites colonies comme la nôtre, sans défense. »« Vous pensez qu'on peut résister à une attaque de dragons ou de myrcanes ? »« Ouais, ils nous ont rendu service en éliminant ces infamies. » Johnson n'en revenait pas. La plupart des villageois étaient contents de savoir que les animaux étaient morts. Il pensait que ces derniers aimaient les animaux. Il avait vu un bon nombre de chiens et de chats et d'autres animaux domestiques dans les rues du village être caressés et adoptés par certains villageois. Il pensait que le sentiment était partagé pour tout type d'animal, mais ce n'était clairement pas le cas. Une rage commençait à s'emparer de lui, d'une part contre les frères Zabdoff, et d'autre part contre les humains qui n'avaient aucune pitié pour les animaux. Alors que le grand inquisiteur continua de vociférer pour se faire entendre, Johnson partit en courant pour retourner au labo. Il pleurait de rage, et ses pensées devenaient de plus en plus mauvaises. Il ne souhaitait désormais qu'une chose, se venger de ceux qui lui avaient menti. Quelques jours plus tard, après le passage du grand inquisiteur, le calme était revenu dans le village. Johnson s'était enfermé dans le labo. Soudainement, juste à l'extérieur du grand portail d'entrée, une vibration quantique eut lieu, et le transposeur apparut en un instant, montant du sol jusqu'en haut du portail, faisant apparaître à nouveau Glenn et Alaric. Ces derniers étaient en bonne forme, mais il leur manquait quelques-unes de leurs petites machines à vapeur, et leurs vêtements étaient quelque peu abîmés. Ils avaient dû subir des combats difficiles. Ils activèrent le portail qui s'ouvrit, et entrèrent dans le labo. Johnson était debout au milieu de la pièce. L'ensemble des meubles et du matériel avait été déplacé contre les murs de la pièce. Il regardait le sol et tenait un petit bouton dans la main droite et un autre dans la main gauche. Les frères Zabdoff s'arrêtèrent une fois entrés dans le labo, posèrent leur sac et regardèrent Johnson avec inquiétude. « Johnson, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le labo est sans dessus-dessous? »« Glenn, c'est quoi cette odeur ?» Johnson appuya sur le bouton dans sa main droite, et une barrière en métal s'abattit devant la porte du labo, bloquant totalement l'accès à l'extérieur. Les frères se retournèrent avec stupeur. « C'est quoi ça ?» s'étonna Glenn. « Johnson ?»« Vous m'avez menti. »« Quoi ?» « Vous m'aviez promis que les animaux étaient traités avec soin,
et que les éléments extraits ne les mettaient pas en danger. Vous m'aviez promis que vous aviez dédié vos vies à une recherche scientifique saine et juste. Mais en vérité, vous n'êtes que des monstres. Vous êtes des tueurs nés, des hypocrites. Et je suis tout autant responsable que vous pour avoir participé aux expériences. Je me dégoûte moi-même. Johnson, tu as rompu un boulon. C'est quoi ton problème? Alaric, tu as été mon tuteur pendant une décennie, et tu m'as tout appris. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça, et je t'en remercie même. Mais je ne peux pas pardonner votre barbarie. Je vous ai raconté mon enfance, la perte de ma famille et mon long passage dans la nature auprès des animaux. Et ça ne vous a pas dérangé une seule seconde. Vous n'avez jamais remis en question votre jugement, ne serait-ce que par rapport à moi. Vous êtes resté égoïste jusqu'au bout. Johnson, nous devons faire des sacrifices pour l'évolution de l'espèce humaine. Toute découverte nécessite expérimentation, et nous ne pouvons pas nous donner des limites. Nous devons tout faire pour faire avancer la science et les inventions. Fermez-la! Vous ne voulez que le pouvoir! Vous ne méritez pas de vivre! Le cri de Johnson résonna fort dans la pièce. Glenn était quelque peu inquiet, car il avait repéré les boutons dans les mains de Johnson. Alaric était concentré, tentant de raisonner le jeune scientifique. « Johnson, calme-toi, nous pouvons en discuter. » « Non, il n'y a plus rien à dire. Mais j'ai une question à vous poser. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'on mélange du sang de Droxon à de la sève de Malganar ?» Glenn et Alaric reculèrent à l'écoute de cette phrase. Ils se plaquèrent contre la barrière en métal, tentant désespérément de la bouger, de l'ouvrir, afin de s'enfuir de la pièce. « Oui, vous avez compris. Cela crée une mixture hautement explosive. Une mixture dont vous avez longuement abusé pour vos expériences. Et j'ai répandu cette substance partout dans le labo, sur les murs, sur les meubles, sur la porte. Et le bouton dans ma main gauche est un détonateur, servant à activer une petite torche à l'arrière de la salle. »« Non, Johnson, arrête! Tu ne peux pas faire ça! Tu as complètement pété les plombs. Comment peux-tu réagir comme ça, après tout ce que nous t'avons offert? » Fermez-la! Je vais libérer le monde de votre présence, et j'assumerai entièrement les conséquences de mes actes, en disparaissant avec vous! Alors que Johnson appuya sur le bouton, les frères Zabdoff hurlèrent de peur, cédant au désespoir. Ils ne pouvaient pas s'enfuir, et leur dernière image fut celle d'un garçon ayant cédé à la haine, les privant de la réponse aux grandes questions de l'univers. Un garçon qui lâcha un sourire démoniaque alors que la salle s'enflamma en un instant, générant une explosion titanesque qui désintégra toute la pièce en un instant. L'explosion souleva la terre et détruisit une grande partie du village. Beaucoup de personnes périrent dans l'explosion, et seul un cratère gigantesque subsista une fois la poussière dissipée. Il ne restait plus rien des frères Zabdoff et de leur expérience néfaste. De toute cette histoire, il ne restait que des cendres. Chapitre 5. Le plan de la reine. Johnson ouvrit les yeux. Il était au milieu d'un espace complètement blanc. Il prit un instant pour essayer de comprendre la situation. Il avait bien appuyé sur le détonateur, et il avait senti le souffle de l'explosion le consumer. Était-il au paradis? Au purgatoire? Ces termes lui avaient été inculqués par les frères Zabdoff, mais il n'en avait jamais vraiment compris le sens. Une chose était sûre, il avait compris qu'il était dans une autre réalité que la sienne, mais il ne savait pas comment il était arrivé là. Il s'inspecta et il était indemne. Pas de brûlure, pas de cicatrice, pas de sang. Il continuait à se poser des questions lorsqu'il entendit la voix d'une femme. « Tu es sacrément courageux, Johnson Crandall. J'ai rarement vu quelqu'un sacrifier sa vie pour sa cause. » Johnson se retourna avec stupeur. Face à lui se tenait une femme. Elle était grande, portait une longue robe rouge à écailles, son visage sérieux rayonnait, mis en valeur par sa chevelure auburn. Mais c'était sa présence qui était imposante. Johnson ressortit une puissance écrasante. Et pourtant,
Cette femme était tout ce qu'il y avait de plus calme. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Ténéris. Je suis la doyenne du temps, la reine des dragons du vent. Et je t'ai sauvé d'une mort douloureuse et inutile. Tu devais mourir dans l'explosion que tu as causée dans le labo des frères Zabdoff. Mais je t'ai extirpé de là juste à temps. Attendez, comment ? Comme je te l'ai dit, je suis la doyenne du temps. Une de mes fonctions est de surveiller les mortels qui voyagent dans le flot du temps. La plupart d'entre eux voyagent dans le temps pour des raisons égoïstes, et leurs actions mettent en danger le flot spatio-temporel du multivers. Nous les appelons des briseurs temporels. J'ai traqué les frères Zabdoff pendant longtemps, mais ils avaient réussi à m'échapper à chaque fois. Ils étaient rusés et savaient utiliser leur intellect pour s'enfuir. Ils ont fait une bourde pendant leur dernière escapade dans le temps, et je les ai traqués jusqu'à ton monde. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un s'occupe d'eux à ma place. Beaucoup de nouvelles informations venaient d'assaillir l'esprit de Jansen. Il avait malgré lui arrêté des briseurs temporels. Les 2 hommes qui lui avaient tout appris étaient effectivement des malfrats de la pire espèce. Alors, j'ai en quelque sorte sauvé le monde ? Oui et non. Ton chemin ne devait pas prendre la tournure qu'il a prise. L'influence des frères Zabdoff sur ton univers a changé beaucoup de choses. Tu n'aurais pas dû être recueilli par eux ce jour-là. Théobald t'aurait emmené au cachot, et tu serais mort de famine pas très longtemps après. Les frères Zabdoff t'ont sauvé en quelque sorte, et tu es devenu leur bourreau. Mais ce sont des monstres ! Oui, leurs actions sont impardonnables. Mais ce n'est plus la peine d'en parler, car ils ne sont plus. Ton univers et le multivers entier est à nouveau hors de danger. Mais dans ce cas, si vous m'avez sauvé de la mort, ça veut dire que vous avez également tempéré avec le flot temporel ? Tu es très intelligente, Jansen. C'est une qualité que j'apprécie tout particulièrement chez toi. Mais sache une chose, étant la doyenne du temps, je peux me permettre de plier cette règle quand cela m'arrange. Mais mes choix sont faits uniquement pour la sauvegarde de la vie elle-même, afin de préserver l'équilibre du multivers. Ténéris tourna autour de Jansen, l'inspectant. Jansen ne savait pas comment réagir, mais sentait qu'il devait se tenir à carreau face à la reine. Ta constitution physique est plutôt faible, et ton époque ne permet généralement pas aux humains de vivre très longtemps. Votre espérance de vie est médiocre. Je suis impressionné que tu aies tenu aussi longtemps. Les frères Zabdoff disaient que c'était dû à ma volonté de vivre. Et c'est un autre point que j'aime chez toi, mon grand. Ténéris se plaça devant Jansen et prit un air sérieux. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai sauvé. Cela fait un petit moment que je t'observe, et je notais tout ce qui fait de toi un mortel d'exception. Tu n'es pas comme l'ensemble des humains. Tu n'as pas cherché à devenir plus puissant pour des raisons égoïstes. La seule chose qui t'a poussé à travailler avec les frères Zabdoff, c'était ta soif de connaissance. Et tu as été dupé. Tu ne savais pas que tu étais le complice de malfrats. Je suis persuadé que si tu étais au courant avant les faits, tu ne te serais jamais associé à eux. Ton intelligence supérieure pourra me servir. Elle pourra servir le multivers. C'est pour cela que je t'ai sauvé, car le futur cache un terrible destin. Un événement difficile va avoir lieu, et le multivers aura besoin de gens comme toi, s'il veut espérer survivre. Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas encore exactement, mais une prophétie annonce l'arrivée d'un sauveur. Ce genre de prophétie ne se passe jamais correctement, alors je souhaite prendre les devants et avoir une assurance au cas où les choses partiraient en vrille. Et je pense que tu me seras très utile. La reine Ténéris était très franche dans son discours. Jansen allait être l'un de ses pions, et le message était clair. Mais d'une certaine manière, il lui était redevable, car elle lui avait sauvé la vie. Et il était clair que s'il refusait, la reine ne l'accepterait pas. Je ne te forcerai pas à répondre à mon appel, Jansen. Tu restes maître de tes choix, mais j'aimerais que tu prennes conscience du vaste monde qui t'entoure. Je peux comprendre que tu veuilles continuer de suivre tes propres motivations,
Mais si le multivers est en danger, tu seras également concerné. Non, je comprends, Reine Ténéris. Je ne peux pas me permettre d'être égoïste. Mais vous avez raison. Je veux tout de même suivre mes propres ambitions d'abord. Vous m'avez offert une seconde chance, alors je compte l'utiliser à son maximum. Ténéris sourit. Très bien. Tu m'as rendu un grand service aujourd'hui, et tu as également accepté ma requête. Alors je vais t'offrir un cadeau. Je vais t'offrir l'accès à tout le matériel dont tu auras besoin pour assouvir ta soif de connaissance. Tu pourras également t'en servir pour découvrir le secret derrière le gène uchronique. Vous connaissez le gène uchronique ? Bien sûr. Alors il existe vraiment ? Pouvez-vous m'en dire davantage ? N'oublie pas, Janssen, que tu seras beaucoup plus heureux de le découvrir par toi-même. Je t'ai déjà confirmé son existence. À toi de faire le reste. Ténéris tourna ses mains pour former plusieurs signes inconnus aux yeux de Janssen. Son aura frétilla légèrement et une petite vibration se fit sentir. L'Artomerio. Un portail dimensionnel s'ouvrit, donnant sur une petite forêt, avec une caverne bien visible. C'était une bonne chose pour Janssen d'avoir des nerfs d'acier et un cerveau plus développé que la moyenne, car il avait passé une journée très chargée en émotions et en découvertes. Mais il accepta sans broncher. Ténéris claqua des doigts et leur environnement changea. Une myriade de matériel technologique, d'instruments scientifiques et autres objets utiles pour les inventions apparurent, se plaçant automatiquement sur des tables et contre des murs qui s'étaient matérialisés progressivement pour former un gigantesque labo. Il y avait plusieurs portes qui étaient assemblées côte à côte sur un des murs de la pièce. Je nous ai transportés dans une dimension de poche qui contient tout le matériel nécessaire pour assouvir tes ambitions. Mais cet endroit doit rester secret. Derrière ce portail se trouve ton monde d'origine. Je te conseille de te cacher dans cette grotte et de l'aménager pour tes besoins personnels. Je te laisse accès à cette dimension à volonté. Tu dois juste prononcer les mots « l'Artomerio » pour l'ouvrir et claquer des doigts pour la refermer. Janssen traversa la pièce et inspecta globalement ce qui s'y trouvait. Il reconnaissait quelques instruments, mais la plupart des éléments lui étaient inconnus. Il était émerveillé par toutes les découvertes qu'il allait faire ici. Il se dirigea finalement vers le portail et s'arrêta devant. « Est-ce que je vous reverrai ? » ?»« Très certainement. Quand j'aurai besoin de toi, tu le sauras. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Tu l'as mérité. Va, Janssen, ton destin t'attend. » Janssen traversa le portail et se retrouva à nouveau dans la forêt dans laquelle il avait grandi. Il reconnut la caverne dans laquelle il a vécu avec Max. Il entendit Ténéris claquer des doigts et se retourna juste à temps pour la voir se volatiliser en même temps que le portail. Il était à nouveau seul, mais il avait désormais accès à un pouvoir beaucoup plus grand, et il avait à présent 2 objectifs: aménager sa caverne pour y vivre correctement et devenir immortel. Car s'il avait la possibilité de découvrir la vérité sur l'univers, il n'allait certainement pas laisser la nature ou les humains l'en priver. Alors qu'il avançait vers la caverne, Janssen sourit avec malice. Sa descente vers la folie avait commencé, mais il ne le savait pas encore. Chapitre 6. Science et haine. 2 années avaient passé depuis la rencontre entre Ténéris et Janssen. Ce dernier s'était plongé dans les expériences et passait le plus clair de son temps dans la dimension de poche que lui avait fournie la reine. Il avait découvert de multiples façons d'améliorer son corps physique, au point qu'il n'avait plus besoin de se nourrir pour vivre. Il ne buvait que de l'eau. Il avait également réussi à remodeler son système nerveux de manière à ce que les cellules de son corps soient bloquées dans le temps, le rendant immortel. Il ne vieillissait plus. Son corps n'avait plus besoin de nutriments et il avait renforcé la durabilité de son physique. Il avait rempli ses 2 principaux objectifs, mais c'est maintenant que le plus important allait arriver. Janssen n'avait jamais oublié ses parents. Il n'avait jamais oublié Max, ceux qu'il avait vraiment élevés et aimés. Et il n'avait également pas oublié ceux qui les lui avaient enlevés.
ceux qui avaient validé la mort des animaux par les mains des frères Zabdoff, ceux qui voulaient l'envoyer au cachot alors qu'il n'était qu'un jeune enfant cherchant à manger. Les humains. Il n'avait certainement pas oublié leurs crimes, et il allait les faire payer, peu importe la manière. C'est en cherchant un moyen de faire payer les humains qu'il trouva une idée intéressante. Il estimait que les humains n'avaient plus leur place dans un monde où la faune animale s'était développée de manière plus conséquente. Il y avait des milliers de races animales différentes, présentant des caractéristiques uniques, singulières et fascinantes, alors que les humains n'avaient que deux formes, femmes et hommes. Et ces deux formes étaient pourvues des mêmes défauts, et Janssen en avait assez. Il avait décidé que les animaux allaient prendre leur juste place dans la nature. Et pour cela, il fallait supprimer les humains. Mais il savait que la planète était grande et que les humains représentaient une infestation qui était nettement supérieure aux animaux. Il allait devoir trouver une solution qui affecterait le monde entier en une seule fois, afin de ne pas voir ses plans tomber à l'eau. Janssen passa la 3e année de sa nouvelle vie à chercher un moyen de supprimer les humains pour laisser place aux animaux. Il avait pensé au clonage de masse d'animaux carnivores, mais il n'avait pas les ressources et la place nécessaires pour une entreprise de cette envergure. Il trouva une idée intéressante: communiquer avec les animaux, afin de les monter contre les humains. C'était un projet envisageable, mais qui allait prendre du temps. Après avoir fait de nombreuses recherches sur les moyens de communication avec les animaux, il découvrit, grâce au matériel de la dimension de poche, qu'il existait une technique de télépathie avancée permettant à des races complètement différentes de communiquer entre elles. Tout ce qu'il devait faire, c'était créer un mécanisme de transmission à échelle planétaire afin de transmettre son message. Et il avait justement le matériel nécessaire pour le faire. En quelques mois, il fut capable de mettre au point une petite machine ressemblant à une télécommande qui, en appuyant sur son bouton principal, pouvait émettre un signal spécial pouvant être compris par tous les animaux présents sur la planète. Il avait augmenté la puissance du signal en utilisant l'ensemble des matériaux naturels qu'il avait accumulés ces dernières années. Les données génétiques des animaux de son monde étaient fascinantes, variées, et avaient des effets complètement fous. Mais une fois sous contrôle, Janssen pouvait faire n'importe quoi avec. Il était temps pour lui d'enregistrer son message. Il rapprocha son commutateur près de sa bouche et parla avec distinction dans le micro qu'il y avait intégré. « Animaux de la nature, je suis Janssen Crando. Un petit groupe d'entre vous me connaît déjà. Vous m'avez élevé lorsque j'étais petit. Vous savez à quel point je vous aime et à quel point je respecte la vie animale. Mais le reste de mon espèce, les êtres humains, ne partagent pas ma compassion et mes sentiments. Au contraire, ils vous méprisent et veulent vous détruire. Mais cette planète, cette terre, elle vous appartient. Vous étiez là bien avant les humains, et vous serez là bien après leur départ. Et aujourd'hui, vous êtes bien plus nombreux. Vous avez la force de la diversité avec vous. Vous pouvez les surprendre et les attaquer par tous les fronts, par le sol, par les airs, par la mer. En combinant vos forces respectives, vous ne pouvez pas perdre. Vous pouvez vous débarrasser de cette engeance. Tout ce que vous devez faire, c'est vous unir. Mettez de côté vos différences ethniques. Et au lieu de vous dévorer entre vous, dévorez les humains. Abattez-les dans leur sommeil. Faites-les souffrir. En ce qui me concerne, je ne serai pas une gêne pour vous. Je resterai en dehors de ce monde et je ne ferai que vous observer célébrer votre victoire. Je cherche simplement à vous rendre la justice qui vous est due. Libérez les enfers sur ces monstres. Vous êtes les véritables propriétaires de ce monde. » Janssen n'eut besoin que d'une seule prise pour enregistrer son message. Il était confiant qu'il allait donner l'effet désiré. Il appuya sur le bouton d'activation et un signal sonore en émergea. Les vibrations pouvaient se faire sentir par n'importe qui, mais seuls les animaux pouvaient les traduire et les comprendre. La diffusion du signal était quasi instantanée sur l'ensemble de la planète.
Après quelques minutes, Janssen sentit que le signal avait fait le tour du monde et s'était rompu au point de contact. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était attendre et observer la victoire des animaux à travers les écrans qu'il avait entreposés un peu partout dans la dimension de poche. Chapitre 7. La guerre animale. Les habitants de Minaro avaient passé plusieurs années à reconstruire l'ensemble de leur village suite à l'explosion du labo des frères Zabdov. Cette destruction leur avait permis de découvrir tout un réseau souterrain de tunnels et de salles interconnectées mis en place par les frères scientifiques. Mais ils ne trouvèrent aucun objet utile pour les aider, et le village resta dans un état délabré malgré la reconstruction. La qualité de vie ne s'était pas foncièrement améliorée. Et c'est pour cela qu'ils ne furent aucunement préparés lorsqu'une armée de dragons se dessina au-dessus de l'horizon, apparaissant de manière soudaine au-dessus des forêts entourant le village. Ils ne purent réagir à temps, et les dragons firent tomber une pluie de boules de feu, rasant entièrement le village, ne laissant aucun survivant. Janssen vit cet événement depuis les écrans installés dans la dimension de poche. Plusieurs écrans lui donnaient des visuels d'autres endroits similaires dans le monde. Il voyait des armées animales se liguer contre les humains, envahissant les différentes contrées du monde, piétinant villages et colonies, tuant tout sur leur passage. Mais à mesure que le carnage avançait, il remarqua que certaines zones du monde parvenaient à se défendre face aux animaux. Ceci était dû au fait que ces régions ne contenaient que des animaux relativement faibles qui, même en groupe, ne pouvaient pas monter d'attaque efficace. Les humains de ces régions le comprirent rapidement et organisèrent des défenses efficaces. Ils parvinrent à envoyer progressivement des messages à d'autres villages, leur permettant de se regrouper. Janssen ne pouvait rien faire pour empêcher cela, car il se devait de rester caché pour que personne ne découvre sa dimension. Et au fil des mois, les animaux commencèrent à perdre du terrain. Malgré la supériorité physique des divers animaux du monde, les humains étaient parvenus à s'adapter assez rapidement et à créer des armes efficaces pour tous les contrer. Après 1 an de guerre, les animaux arrêtèrent leurs attaques et se retranchèrent dans leurs forêts et habitats naturels. Les humains continuèrent de les chasser, encore plus qu'avant, ce qui eut pour effet sur le long terme d'inverser complètement l'objectif de Janssen. Il voulait réduire la population humaine, mais il a malgré lui réduit la population animale. Janssen était fou de rage. Il ne pouvait pas accepter cette défaite, et sa haine envers les humains était devenue incommensurable. Il allait devoir trouver une autre solution pour accomplir son objectif, et il se moquait du temps que ça allait prendre. Mais il était également malheureux d'avoir trahi la confiance des animaux. De toute manière, c'était la faute des humains, et il en était conscient. Chapitre 8. L'émissaire des enfers. Quelques années avaient passé depuis la guerre animale. Janssen s'était retranché dans sa dimension de poche, cherchant frénétiquement une solution pour éradiquer l'espèce humaine. Il fit de nombreuses découvertes supplémentaires, comme la fusion quantique, un procédé qui permettait d'assembler diverses particules moléculaires qui ne pouvaient pas s'associer en temps normal. Il découvrit également plusieurs nouveaux éléments solides comme le dardésium et le kirlisium, qui lui offrirent des possibilités de création nouvelles et fascinantes. Mais rien ne pouvait le rapprocher de son objectif, et il était de plus en plus désespéré. Il était l'être le plus intelligent de son monde, et il avait pratiquement résolu toutes les énigmes que l'univers pouvait lui apporter. Mais il était incapable de régler le problème qui le pesait le plus. Ces dernières années de solitude l'avaient rendu de plus en plus fou, et il sentait son esprit se déconnecter de plus en plus de la réalité. Alors qu'il arrivait au bout de sa limite psychologique, Janssen hurla de toute son âme, enragé par son impuissance. Il était dans sa caverne, près de la pierre tombale qu'il avait érigée pour Max. C'est alors qu'une manifestation démoniaque eut lieu face à lui, à peine visible dans la lumière qui entrait dans la caverne. « Janssen Crando, j'ai répondu à ton appel.
Me voici maintenant devant toi, prêt à écouter ta demande. » « Qui êtes-vous » ?»« Je m'appelle Asmodée. Je suis un démon associé à la colère, un des 7 péchés capitaux. » »« Mais alors, vous existez vraiment ? L'enfer, le paradis, ils sont réels ? » ?»« Bien sûr. Et ta colère était suffisante pour m'invoquer ici. Et quiconque m'invoque se voit exaucer un souhait. » »« Quel est le piège ? Que dois-je offrir en échange ? » »« Il n'y a pas de piège. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle colère, et je me nourris de la colère des êtres vivants. Ton tribut est déjà accepté. Que souhaites-tu plus que tout ? » ?»« Je souhaite que les humains disparaissent. » »« Je vois. Une tâche simple à réaliser. Mais en tant que démon primordial, je n'ai pas le droit de le faire moi-même. Alors je vais simplement te guider vers ta solution. »« Comment ça ? » ?»« Je sais que tu es un scientifique de haute volée. Tu as passé la majorité de ta vie à faire des expériences et à repousser les limites de la science. Alors je vais t'offrir un ingrédient qui te permettra de réaliser ton objectif. » Janssen entendit soudainement les voix de plusieurs êtres humains se rapprocher de la caverne. Très certainement son précédent cri avait dû alerter des chasseurs qui étaient de passage. Janssen paniqua. « Là, regarde, qui est cet humain ? Et c'est quoi ce monstre avec lui ? Encore un animal qui va chercher à nous détruire. Tuez-les tous les deux ! Ah !» Les 3 hommes se mirent à courir vers Janssen et Asmodée. Ce dernier leva la main et laissa tomber une petite substance noire au sol. Cette substance ressemblait à de la gelée, mais avait une conscience propre. Elle sauta instantanément sur les 3 hommes, se multipliant et les englobant directement. Il ne restait que les cris des hommes pendant qu'ils se faisaient engloutir par la substance noire. Asmodée rappela la substance qui diminua en taille pour venir léviter juste au-dessus de sa main. Il la présenta à Janssen. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Voici ce dont tu as besoin pour accomplir ton objectif. »« Mais en me donnant accès à ceci, vous vous impliquez ? » ?»« Pas exactement. Vois-tu, cette substance est encore dans son format le plus pur. Elle m'écoute car je l'ai produite, mais lâchée dans la nature, elle fera n'importe quoi. À toi de voir comment tu veux t'en servir pour atteindre ton but. Tu possèdes tout l'équipement nécessaire pour la modifier à ta convenance. »« Je vois. » »« Mais tu devrais éviter de la manipuler toi-même. »« Je comprends. Je vais la contenir pour le moment. »« L'arto Merio !» Le portail menant à la dimension de poche s'ouvrit. Janssen s'y engouffra et en ressortit aussitôt avec un grand tube à essai dans lequel Asmodée disposa la substance. Elle était agitée et Janssen n'était pas rassuré. « Tu devras simplement l'apprivoiser et tirer profit de sa puissance. Je sais que tu trouveras comment l'utiliser. Je retourne donc en enfer. »« Merci. » »« Ne me remercie pas, Janssen Crando. Contente-toi d'enlacer ton destin. » Asmodée s'envola dans une fumée noire, laissant à nouveau Janssen seul. Il n'avait pas compris tout ce qui venait de se passer, mais il allait enfin trouver la solution à son problème. Alors qu'il regardait intensément la substance dans le tube à essai, il grinça des dents, esquissant un sourire maléfique. Chapitre 9. Le virus d'Aragma. Janssen passa des heures entières à observer la substance gigotée dans son tube à essai. Il essaya de la comprendre, de l'analyser et de trouver une bonne façon de s'en servir pour atteindre son but. Cette substance était vivante et avait une conscience propre. Elle avait faim, elle était affamée. Il fallait utiliser ce détail à son avantage. Il plaça le tube à essai dans un spectromètre quantique afin de lancer des analyses. Après quelques heures, les premières données étaient disponibles. Janssen était stupéfait. La substance contenait encore les données génétiques des 3 hommes qu'elle avait engloutis. Ce qui voulait dire qu'avec un peu de manipulation,
Janssen pouvait très certainement remodeler la substance pour qu'elle ne traque que le code génétique des êtres humains. Les calculs nécessaires pour créer ce genre de génome étaient complexes. Alors il fit des tests avec des éléments génétiques de certains animaux qu'il avait analysés par le passé. Tous les résultats étaient concluants. Les données génétiques s'adaptaient et la substance reconnaissait ce qu'elle absorbait. La solution était donc évidente. Janssen allait devoir créer un programme neuronal qu'il allait insérer dans la substance afin de la forcer à n'attaquer que les êtres humains. « Oui, c'est parfait. Je vais faire ça. Je vais créer un programme d'assimilation qui indiquera à la substance les cibles. Elle ne visera que le génome humain et laissera toute la faune tranquille. Elle pourra se propager sans problème sur la planète, traverser les mers, les montagnes, les plaines. Et elle est résistante à tout intempérie climatique. Le feu ne lui fait pas peur, le froid non plus. Elle pourrait même survivre au fond d'un volcan, peut-être même au vide de l'espace. » Janssen passa les mois suivants à faire ses calculs et à mettre en place son programme. Il donna quelques échantillons de plantes et d'animaux morts naturellement à la substance afin qu'elle reste en vie, car il remarqua qu'au bout de quelques jours, elle s'affaiblissait et ne bougeait presque plus dans le tube. Il se demanda également ce qui se passerait une fois que tous les êtres humains seraient engloutis par cette substance. Allait-il la laisser mourir ou la capturer à nouveau ? Il ne pouvait pas se laisser distraire par cette question, qui n'était évidemment pas prioritaire. Et en l'an 470, Janssen termina ses préparatifs. La substance était prête à être lâchée dans la nature. Tout ce qu'il devait faire, c'était sortir de la dimension de poche, se placer devant la grotte et jeter le tube contre un arbre. Il était prêt. Janssen était devant la grotte où il avait vécu tant de choses. « C'est ici et maintenant que mon travail s'achève. Mon ultime vengeance va pouvoir prendre forme et s'accomplir. Je vais éradiquer ces humains qui ont bafoué cette terre, qui m'ont tout enlevé, qui m'ont trahi. Je vais rendre à la planète ce qui lui revient de droit, une nature saine et dépourvue de parasites. Je pense que je vais t'appeler le virus Dragma. Un virus, c'est ironique, considérant que ce que tu dois éliminer est le pire virus que la planète ait connu. Mais soit, il est temps d'en finir. Je te laisse t'amuser. » Janssen lança le tube contre l'arbre le plus proche. Le tube explosa en morceaux, éjectant la substance au sol. Instantanément, elle commença à se disperser sur l'herbe, à grimper sur l'arbre et se multiplier pour se diriger dans toutes les directions. Mais il y avait un problème. Le virus était en train de tout absorber. Il disloqua l'arbre en quelques secondes, rendant toutes ses feuilles mortes, faisant tomber les branches. Les fleurs fanèrent immédiatement et se firent engloutir. Le virus était en train d'attaquer tout ce qui était vivant. Janssen fit un pas en arrière quand il réalisa que le virus se dirigeait vers lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il courut et traversa le portail qui menait à sa dimension de poche et claqua des doigts. Le portail se ferma derrière lui, et il était désormais en sécurité. Il se tourna immédiatement vers ses écrans et regarda le virus se propager sur tout le terrain, engouffrant tout ce qui était vivant. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi le virus attaque-t-il la faune et la flore ? Ce n'est pas possible !» Janssen revérifia ses calculs. Il repassa au crible tout ce qu'il avait fait pour créer le virus Dragma. Et il réalisa son erreur. En donnant des échantillons végétaux et animaux pour nourrir le virus, ce dernier avait assimilé un ordre qui n'était pas prévu. Attaquer toute forme de vie. C'était une erreur de calcul colossale. Comment ai-je pu manquer ce détail ? J'ai pensé à tout. Non. J'étais certainement trop préoccupé, trop distrait par ma victoire imminente, et j'ai survolé ce détail. Bon sang ! Comment ai-je pu être si stupide ? Maintenant le virus va se répandre sur toute la planète et tout détruire. Ce n'était pas ce que je voulais. Janssen était impuissant. Il ne pouvait plus rien pour stopper le virus Dragma. La seule chose qu'il pouvait faire,
c'était regarder avec effroi ce virus détruire le monde qu'il avait tenté de sauver. Il allait accomplir son objectif, mais à un prix trop grand. Et en considérant qu'il était immortel, il allait vivre éternellement avec un poids incommensurable sur les épaules. Et il n'y pourrait rien. Chapitre 10 Rédemption. Je m'appelle Johnson Crandau. Je suis né en l'an 435. Je suis un scientifique de haute volée. Je suis immortel. Mais cela fait presque 10 000 ans que je suis seul ici, dans cette dimension de poche. Mon monde n'est plus. Je l'ai détruit. J'ai voulu libérer le monde de l'emprise des humains, mais mes expériences ont dérapé, et maintenant, mon monde n'est plus. J'ai créé le virus Dragma, un virus à conscience qui s'est nourri de tout ce qui était vivant sur Terre, les humains, les plantes, les animaux, et tout être vivant existant. Mon monde n'est plus. Je pensais que le virus finirait par mourir une fois qu'il n'aurait plus rien pour se nourrir, mais le virus a muté, et s'est soudainement élevé dans les cieux pour disparaître dans le vide de l'espace. Ce virus est indestructible. Il résiste à toute intempérie. Mais après tant de millénaires, je pense qu'il a disparu. Si mes calculs sont corrects, le virus a désormais englouti toute vie dans l'univers. Il n'y a plus rien. Il ne reste que moi. Seul, dans cette dimension qui me sert de laboratoire. La folie m'a gagné à plusieurs reprises. Elle m'a ensuite quitté, puis regagné. J'ai perdu la notion du temps, malgré mes notes sur les calendriers. Le temps est devenu figé dans mon esprit. Il est relatif. Suis-je figé dans le temps? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais une chose est sûre, mon monde n'est plus. Et je suis le seul responsable. Mais ces millénaires m'ont permis de créer toutes les inventions possibles. Que se passe-t-il? Une distorsion spatiale sur Terre? Qui sont ces jeunes humains? Je dois les scanner. Zach Patton et Demetora. Ils sont de l'univers alpha. Quel est cet objet sur sa main? Mais voici une autre distorsion temporelle. Ah, la reine Ténéris. Je l'avais presque oubliée. Elle est apparue cette fois car elle a besoin de moi? Non, je ne pense pas. Ah, elle vient de se transformer en dragon pour affronter les deux jeunes humains. Très intéressant. Je ne pense pas qu'elle aura besoin de moi. Mais cet événement est très curieux. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Ça y est, ils ont disparu. L'incident s'est clos aussi vite qu'il est apparu. Étrange. Mais soit. Quoi qu'il en soit, mon monde n'est plus. Et j'en suis le seul responsable. Je suis seul à contempler mon plus grand échec. Je suis devenu ce que j'ai cherché à détruire. Un monstre. J'ai éliminé des milliards d'êtres vivants par pur égoïsme, pour combler ma soif de connaissance, de vengeance, pour combler mes envies personnelles. J'ai cherché des excuses pour justifier mes actions, mais au final, tout se rapporte à mon ego, à ma personne. Je suis devenu quelque chose de pire encore que les frères Zabdov qui m'ont tout appris. Ceci est leur victoire en fin de compte. Et j'ai fini par réussir à déceler le secret du génie chronique. Être immortel a ses avantages. Ce gène n'a rien de spécial, si ce n'est qu'il a une nature aléatoire. Il génère des mutations aléatoires, il est parfaitement imprévisible. Mais il n'existe qu'en quelques exemplaires à travers tous les univers composant notre multivers. Il se transmet à travers certains individus très spéciaux et mute au fur et à mesure des générations. Un génie chronique pur et rare, et puissant. Et je doute d'en découvrir un spécimen un jour. Mais dans tous les cas, mon monde n'est plus.
Je suis maintenant rempli de regrets. Je regrette de ne pas avoir évité l'erreur qui a causé la destruction de l'univers. Je regrette de ne pas avoir refusé l'offre des frères Zabdoff, de ne pas avoir réussi à sauver Max et mon père. Je regrette tant de choses. Je ne mérite très certainement pas de rester en vie, mais c'est peut-être la punition la plus appropriée par rapport à mes actions. Et je peux en finir si je le souhaite. J'ai développé un mécanisme pouvant supprimer toutes les modifications que j'ai apportées à mes cellules. Une petite pression sur ce bouton, et je me désintègre de vieillesse instantanément. C'est un choix compliqué à faire. Je ne mérite pas de vivre, mais je mérite de souffrir. Peut-être trouverai-je dans la mort ma rédemption. Alors qu'il terminait de prononcer cette phrase, une lumière l'aveugla soudainement. Après quelques instants, la lumière se dissipa, et Jansen rouvrit les yeux. Devant lui, lévitait un cristal couleur pourpre. Jansen ressentit son aura, sa puissance, son potentiel. Il ne comprenait pas pourquoi ce cristal était apparu devant lui, mais une chose est sûre, sa vie venait de prendre un tournant pour le moins imprévisible.